que je vis dans un pays où, depuis 1996, au 96, les ressources naturelles sont systématiquement exploitées illégalement ou carrément pillées par les puissances impérialistes. Et les institutions qui assurent la gouvernance mondiale, au rang desquelles on peut citer le FMI, l'ONU, etc., ne font absolument rien devant toute cette exploitation illégale et les massacres qui accompagnent cette exploitation. Et comme l'a dit Salmon une fois de plus, on sait très bien que ces pillages de ressources naturelles violent la souveraineté des États africains et en particulier de la RDC, dont les ressources peuvent aider le continent à aller de l'avant. Et donc, ce qui me paraît important à ce niveau, c'est que ces pillages de ressources naturelles d'un pays comme la RDC assurent le bonheur des puissances impérialistes qui s'arrangent, n'est-ce pas, pour ne pas mettre fin à ces pillages-là. Et ce qui me fait encore très mal, c'est que non seulement on est en face d'une hégémonie économique, géopolitique, etc., tout ça, mais cette hégémonie économique s'accompagne d'une domination carrément épistémologique. Parce que tous les chercheurs congolais, moi-même j'en suis témoin, qui écrivent des articles et qui veulent les publier dans des revues savantes, surtout sur ces genres de problématiques, et qui critiquent ouvertement le FMI ou la Banque mondiale ou l'OMC en rapport avec les politiques minières qu'ils ont imposées aux États africains, eh bien, leurs articles sont systématiquement rejetés. Et souvent, les comités de rédaction de ces revues vous disent non, cet article est écrit dans un style journalistique, ce sont des formules magiques utilisées pour repousser l'article. Ou bien c'est un article qui ne respecte pas la ligne éditoriale de la revue ou la politique éditoriale. Donc finalement, la notion ou les notions de politique éditoriale ou autres sont utilisées aujourd'hui comme étant des outils pour exclure des articles venant des chercheurs du Sud qui veulent critiquer l'ordre mondial actuel qui est dominé par le néolibéralisme. Donc c'est cette domination épistémologique en fait, qui entraîne une certaine fracture épistémologique exploitée par les puissances impériales pour continuer à nous dominer, doit être revisitée. Et je suis content que le professeur Kankwenda Mbaya, qui est dans cette salle, ait consacré tout un livre important à la problématique de l'exploitation illégale des ressources de la RDC. Et il a parlé dans son livre du système de prédation internationale. Ceci étant, je vais inviter les panélistes. Il y en a 4. Le 5e, je crois, il n'est pas là. Le premier intervenant, c'est monsieur Fidel Nzengema, voilà, dont la communication est intitulée « Au défi du 21e siècle, la déconnexion de Samir Amin ». Alors, monsieur Nzengema, vous avez combien, 20 minutes ou 15? Bon, pour ne pas vous frustrer, je vous donne carrément 20 minutes comme tout le monde pour nous livrer, nous faire l'économie de votre communication. Après vous viendront les autres panélistes et à la fin, nous allons passer à la deuxième partie de la séance consacrée au débat. Vous avez la parole. Oui, merci. Je voudrais remercier, et c'est un agréable devoir, ceux qui ont eu l'amitié de me faire participer à ce symposium. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de rencontrer l'illustre disparu à de multiples occasions. Je voudrais, pour la circonstance, dire que nous avons commis depuis Libreville, effectivement, un document en hommage à Samir Amin qui venait de disparaître. De nombreuses occasions au cours desquelles j'ai rencontré l'intellectuel, le savant, on dirait, l'humaniste, l'engagé. J'ai suivi depuis 2 jours, moi depuis hier, on a suivi le film consacré à Samir Amin et c'était émouvant. Je voudrais dire à notre ami Aziz
combien effectivement cette pensée méritait d'être retenue et de passer à la postérité, puisqu'on nous dit que le lien est déjà actif. Alors je ne manquerai pas de dire à mes étudiants de l'Université du Gabon à Libreville, Omar Bongo, que nous pouvons effectivement suivre Samir Amin à partir de ce lien-là. Aziz, encore merci. Et merci également pour cette occasion qui nous est donnée de voir comment, on l'a défini, engagé, anti-impérialiste et bien sûr panafricaniste. Et tout cela, c'est Samir Amin. Pour cela que tout à l'heure, quand notre ami Naya dit « on va retrouver l'Africain », oui, on retrouve l'Africain en Samir Amin. Je crois que c'est important de le rappeler. On le retrouve et d'autres ont dit hier, c'est notre Marx du Sud. Mais comme il disait si bien, pour comprendre Marx, il faut le lire, mais il faut aller au-delà de Marx. Et je résume, ce matin, on dit, il nous propose un nouveau sujet historique. Ce n'est plus seulement le prolétariat, mais nous avons la paysannerie qui entre en ligne de compte. Nous avons bien sûr les mouvements sociaux qui sont pour la libération des peuples. Donc tout cela, on va quand même au-delà. Et je retiendrai ce que notre ami nous a dit hier, quand il faisait le témoignage, c'est Bernard Founou qui disait « Samir avait effectivement cette hantise, ce souci permanent de dire nous devons penser par nous-mêmes ». Et je crois que l'un des moments qui m'ont permis de rencontrer Samir, c'est que je venais de publier en 1989 un ouvrage, Modernité, Tiers-Mythe et Bouc Hémisphère. Qui est publié à Paris. Et lorsque je le rencontre, il me dit « j'ai aimé ». C'est très audacieux ce que tu as pu faire. Et donc depuis là, lorsque nous nous sommes retrouvés pour la réponse des intellectuels hommes de culture d'Afrique et de la diaspora en 1996, j'ai fait sa connaissance et nous n'avons pas cessé de le suivre parce qu'il nous a beaucoup aidé à comprendre certaines problématiques. Donc, cela planté, cela posé, je voudrais faire une communication en 3 points. On va dire 2 points. Je pars d'un postulat. On dit ceci, je pense qu'on est d'accord là-dessus, il n'y a pas d'indépendance économique sans indépendance politique. Mais tout à l'heure, et là on nous l'a dit, il n'y a plus effectivement pour nos États de raison de s'occuper de la politique depuis ce fameux ajustement structurel. Mais comme nous n'avons pas d'indépendance économique, nous n'avons pas d'indépendance politique, alors Samir, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose donc, c'est la première thèse que je vais essayer d'aborder, il nous propose quoi? La déconnexion. Qu'est-ce que c'est que la déconnexion? Et par rapport à cela, comment on peut asseoir cette déconnexion en Afrique? Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'Afrique. Comment on peut l'asseoir? Alors, je propose que, après avoir vu ce que Samir pose comme problématique, ou plutôt comme paradigme nouveau, la déconnexion, comment nous pouvons, avec ce que j'appelle les États-Unis d'Afrique, en revisitant les pères fondateurs, Dubois, on en a parlé hier, en revisitant par exemple Cherentin, chez qui nous sommes, suis honoré, qui parle de l'État fédéral africain. Donc, nous avons effectivement des raisons de dire, si nous voulons aller à la déconnexion, n'oublions pas que, pour nous Africains, il est important de ne pas perdre de vue cet appel à l'unité du continent. Cet appel aux États, mais des États qui sont focalisés sur les intérêts des peuples. Et c'est pour cela qu'encore hier, quand je suivais le film de Samir Amin, pour nous qui sommes restés, des États populaires, des États qui s'occupent effectivement des intérêts des peuples et qui sont des États démocratiques. Je crois que cela posé également, nous avons à peu près l'essentiel de ce que je voudrais vous faire partager. Alors, si nous sommes d'accord pour parler de la déconnexion, comprendre est d'abord une question de méthode. Alors, que dit Samir Amin quand il parle de la déconnexion? Samir Amin nous dit donc qu'il faut définir. Il faut définir, il dit, je rappelle que je n'ai jamais entendu par déconnexion le repli autarcique, mais une inversion stratégique
dans la vision des rapports internes-externes, en réponse aux exigences incontournables d'un développement auto-centré. Donc nous comprenons bien, et là nous nous retrouvons avec ce qu'aurait dit Lao Tzu en son temps, si on ne définit pas les concepts, le débat n'est pas possible. Et une fois que Samir Amin l'a dit, on s'accorde pour dire que les choses sont beaucoup plus claires. Hier encore, nous échangeons et je comprends que Samir Amin s'intéresse à ce qui est concret. Le doyen l'a dit tout à l'heure, on leur faisait reproche de rester effectivement seulement sur des questions théoriques et Samir Amin a été celui qui était également sur le terrain. Je crois que c'est très important. Et là, nous retrouvons la troisième thèse de Karl Marx, troisième thèse à Feuerbach, quand il dit « le seul critère de vérité, c'est la pratique ». Et c'est très important. Je me souviens, nous étions encore en prison pour des questions, bien sûr, de militantisme au Gabon. Et on va dire, celui qui nous apprenait à comprendre la pensée de Marx, Joseph Renjamé, pour ne pas le citer, nous disait « c'est sur le terrain pratique que l'on voit le véritable intellectuel ». Et Samir Amin n'a pas fait autre chose que cela. Samir Amin n'a pas fait autre chose que de rendre, effectivement, à Marx, qui disait dans la troisième thèse à Feuerbach, le seul critère de vérité, c'est la pratique. On peut avoir toutes les étiquettes que l'on veut, mais on vous attend à la pratique. On peut se dire marxiste, communiste, capitaliste, ce que l'on veut, mais le plus important, c'est de voir. Moi, je l'ai rencontré, et lorsque, effectivement, face aujourd'hui à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, il parle de déconnexion. Je dis, ça m'intéresse, moi. Pour avoir vu vivre l'individu, je pense que ce qu'il nous propose a tout à fait une résonance pratique par rapport à ce que nous devons organiser. Comme il a dit hier dans le film, la nouvelle ligne stratégique pour faire face, effectivement, à l'emprise, à l'étau du capitalisme néolibéral. Et là, je fais un clin d'œil à notre ami Aminata Traoré, dont on m'a annoncé qu'elle sera ici cet après-midi, ou ce soir, qui parle effectivement de l'étau. Donc, nous avons eu à discuter de ces choses-là, quand nous étions à Porto Alegre et ailleurs. Et nous sommes heureux de nous retrouver ici aujourd'hui pour dire à Samir Amin, tu es plus grand, mort que vivant. Nous allons porter son héritage et je pense qu'il y a assez d'intelligence dans notre continent pour que Samir Amin ne soit pas classé au musée des antiquités. Pour le dire encore dans mes mots, nous avons rencontré en 2001, lorsque nous avons mis en place effectivement le Forum social africain, et là nous avons rencontré le président Ben Bella qui avait fait l'honneur d'assister à cette rencontre-là. Là aussi, il disait, nous savons que l'Afrique a des avocats pour continuer à défendre sa cause. Samir Amin, il faut en faire une promesse. Il faut dire, nous allons continuer à défendre effectivement l'héritage qu'il nous donne. Et je dis donc que le volontarisme épistémologique de Samir Amin, ce volontarisme épistémologique n'est pas resté dans les nuages. Il a mis effectivement l'accent là où il fallait et il nous propose dans cette déconnexion de ne pas s'enfermer sur nous-mêmes, ce n'est pas de l'autarcie, mais de dire nous devons renverser les rapports de force en notre faveur et faire en sorte que ceux qui traitent avec nous sachent que l'Afrique a des populations, ces populations ont des intérêts à défendre et que les intellectuels qui veulent effectivement s'impliquer dans cette dynamique nouvelle doivent pouvoir comprendre qu'il y a un appareillage idéologique, il y a évidemment des réalités pratiques qu'il faut absolument associer pour aller au-delà des simples incantations. La déconnexion donc favorise on va dire, la considération d'une mondialisation fondée sur la négociation et non la soumission aux intérêts établis par des monopoles impérialistes. Elle favorise, dit-il, la redéfinition des inégalités internationales. Quel est le facteur structurant et en termes de temporalité qui rend inéluctable cette déconstruction? À cette question éminemment stratégique, voici la réponse qu'il donne. Le moment nous offre l'occasion historique
d'aller plus loin, il impose comme seule réponse efficace une radicalisation audacieuse dans la formulation d'alternatives capables de faire passer les travailleurs et les peuples à l'offensive, de mettre en déroute la stratégie de guerre de l'adversaire. Voilà ce que nous dit Samir. Donc, nous l'avons retenu hier, il ne s'agit plus seulement de voir le problème à notre niveau, il s'agit de faire en sorte que les travailleurs, les paysans, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mouvements sociaux comprennent les enjeux du moment. Et c'est ce que dit Samir. Pourquoi il y a sur le temps historique aujourd'hui nécessité de redéfinir et de repenser effectivement les rapports qui sont les nôtres, qui nous sont imposés depuis des siècles, et de faire en sorte que nous renversions ces rapports au profit de nos peuples, de nos populations, de nos paysans, des femmes, de tout ce qui aujourd'hui constitue pour Samir Amin le nouveau sujet historique. Je crois que c'est important de le dire. Alors, il se pose pour lui, bien sûr, d'autres questions. Et la question à laquelle, bien sûr, c'est la dernière question dans ces propositions-là, un peu comme disait Lénine en son temps, que faire? Voilà la question à laquelle Samir Amin parle. Mais que devons-nous faire une fois que nous avons dit cela? Ces questions appellent les développements ci-après. Je cite Samir Amin. La forme principale de la déconnexion aujourd'hui se définit alors précisément par la mise, ou plutôt la remise en cause des 5 privilèges de l'impérialisme contemporain. Les pays étrangers sont érigés sur cette voie ou engagés avec plus ou moins de, je dirais, de concentration. La tentative de coopter les plus prestigieux de ces pays par ce qu'il appelle la création du G20 a montré ses limites. Donc ce que l'on a fait, bien sûr, les pays émergents, on a vu tout à l'heure, on a vu hier encore quelles étaient les limites objectives à ces propositions-là. Donc l'audace consiste ici à s'engager avec fermeté et cohérence dans cette voie, en autorisant les mesures de déconnexion qu'elle implique à des avancées plus prestigieuses. L'objectif est donc cette radicalisation est triple et associe la détermination de la société, le progrès social et des postures anti-impérialistes conséquentes. Un engagement dans cette voie est possible, non plus seulement dans les sociétés des pays émergents, mais également dans les pays laissés pour compte du Sud. La déconnexion des pays du Sud prépare la déconnexion du système impérialiste en place. Alors, je sais que j'ai 20 minutes, le texte, on pourra le lire après. Je termine sur cette première voie pour dire ceci. Cela prépare quoi? Cela prépare également la déconnexion des pays qui sont au centre. Ça veut dire que Samir Amin ne pense pas seulement l'Afrique, mais il pense le monde à partir de l'Afrique. Ça, c'est important de le dire. Il pense le monde à partir de l'Afrique. Donc, ce qu'il va appeler l'internationalisme des peuples. Et moi, ça m'a inspiré dans mon dernier ouvrage, Pour une civilisation de l'humain, qui sort. En le lisant, je me suis dit, il ne s'est pas contenté de parler du marxisme, du socialisme. Il a vu comment cela se passait en Afrique. Et de l'Afrique, il propose que les Africains ne soient pas refermés sur eux-mêmes, que les peuples, qu'ils soient du Nord ou du Sud, conjuguent leurs efforts pour le dépassement du système que nous combattons. Un autre monde est possible, disions-nous à Porto Alegre, et Samir Amin, notre ami l'a dit tout à l'heure, Samir Amin était de ceux-là qui pensaient que l'Afrique, bien sûr, ne peut pas s'isoler du monde. L'Afrique doit pouvoir
en prenant appui sur les populations, sur les peuples, sur tous les mouvements que nous avons désignés tout à l'heure, comprendre qu'ailleurs, au centre, il y a effectivement des problèmes. Lorsque, passez-moi quelques minutes, lorsque j'ai publié mon ouvrage sur la modernité, la réponse que j'ai eue, le problème de la modernité chez vous, c'est parce que vous n'êtes pas assez entré dans l'histoire. Mais nous sommes l'histoire. Nous sommes l'histoire. L'Afrique, c'est l'histoire. Si on est le berceau de l'humanité, on est nécessairement l'histoire. Et quand on voit ce que Cheikh Anta a dit sur, effectivement, la présence de la civilisation noire en Égypte, nous sommes l'histoire. Et je veux rappeler que je me suis retrouvé en 1995 en Égypte, lorsqu'on faisait le sommet sur le développement social, et c'est Moubarak qui était à l'époque président. Il dit, je suis heureux de vous accueillir ici en terre africaine, berceau de la civilisation noire et de la civilisation arabe. Bon, il y avait beaucoup d'amis qui étaient dans la salle, qui étaient gênés que l'autorité la plus établie, le président de la République, dise, nous sommes ici en territoire africain, berceau de la civilisation noire et arabe. Alors, c'est dire que Samir Amin, oui, nous avons dit, l'intellectuel qu'il est, l'intellectuel qu'est Samir Amin, ne pouvait pas, bien sûr, être indifférent à ce qui se faisait par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. On a dit, c'est un intellectuel égyptien, oui, mais on dira aussi ceci, comme disaient les latins, ex Africa semper aliquid novi. De l'Afrique, il émerge toujours quelque chose de nouveau. Nous avons eu Samir Amin, nous avons eu un peu plus tôt Cheikh Anta et d'autres et d'autres. Il y a des raisons de penser que nous ne sommes pas moins logés à l'enseigne de la modernité. Elles sont plurielles, nos modernités, et c'est pour cela que je vais aller rapidement, il me reste 5 minutes, je vais aller rapidement pour dire quoi? Pour dire, ceux qui ont parlé hier de Frantz Fanon ont dit, ce que nous devons retenir de la lutte algérienne, c'est que l'Afrique doit s'unir. Ce que nous retenons de Samir Amin, c'est que l'Afrique doit s'unir. Nous allons donc parler de ces États-là, populaires. Ce que nous retenons de Cheikh Anta, quand il parle de l'État fédéral africain, c'est que nous devons nécessairement travailler pour une perspective globale. Et avant eux, nous savons que Nkrumah est passé par là, nous savons que Dubois, ceux qui ont pensé le panafricanisme sont passés par là, et on se rend compte que toutes les grandes intelligences, les visionnaires, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient intellectuels, n'ont pensé qu'à une chose, que l'Afrique s'unisse, et tous les problèmes que nous connaissons, nos enfants qui vont mourir en Méditerranée, mais bien sûr ils vont mourir en Méditerranée parce qu'ils sont désespérés. Et comment voulez-vous que des États lilliputiens comme les nôtres puissent effectivement faire face à des mastodontes comme les États-Unis, d'autres grandes entités aujourd'hui? Si nous ne nous unissons pas, eh bien, nous sommes appelés à périr. Et je crois que c'est le plus important que nous devons retenir. Nous devons nous accorder pour dire que nous ne pouvons nous en sortir face au système actuel, le rouleau compresseur. Quelqu'un a parlé hier de la logique martiale marchande. Bien, cette logique martiale marchande, nous ne pouvons nous en sortir, pas individuellement en tant qu'État, mais en tant que groupe d'États, pour créer effectivement cette dynamique que nous connaissons, que nous attendons, pour laquelle nous travaillons, celle des États-Unis d'Afrique. Alors, mais bien sûr, on nous dit qu'il ne faut pas perdre de vue, quoi? L'humain. Et je crois que c'est important. J'ai vu hier tout ce qu'on a dit sur Samir, et qui était tout à fait intéressant, l'humain. On a eu ce sentiment fort, que ce n'était pas un intellectuel froid. Et c'est ce qu'on nous a dit encore hier encore, les valeurs humaines. Les valeurs humaines. Nous ne faisons pas cela juste pour des numéros. Il faudrait que cette chaleur humaine qui, bien sûr, on parle de la Teranga, nous sommes au Sénégal, l'hospitalité, mais ailleurs aussi. Et je crois que quand moi j'arrivais, après avoir fait mes études à l'extérieur, quand j'arrivais chez moi, je disais à mes parents, qui n'étaient pourtant pas démunis, je leur disais, mais comment vous faites pour tenir face à toutes ces demandes? Ils disaient, et c'est mon père qui était extraordinaire, il disait, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. C'était extraordinaire. Et ma mère ne faisait pas autre chose que de dire, quand nous en avons, tout le monde doit pouvoir venir à la table. Le commensalisme parental dont on parle en Afrique, mais ce n'est pas du tout comme on le pense, ce n'est pas du tout
un problème à partir du moment où on partage. Et je crois que tout le problème que nous avons aujourd'hui, on parle de la gestion. Voilà, on parle de la gestion. Bien, notre gestion, elle doit être celle-là. C'est d'abord la gestion pour l'humain. Comprendre qu'il y a des besoins de nos populations. Partager, partager, partager. Je viens d'un pays où, je pense, coule le miel et le lait, mais c'est le partage qui fait problème. Si on partageait au Gabon, je dirais que nous serions pratiquement une espèce de paradis terrestre, avec peu de population, un grand territoire, tant de richesses, c'est le partage. Je vous remercie. Cet formidable événement en hommage à Samir Amin. Et merci de me donner juste quelques minutes dont je ne vais pas abuser sous l'autorité du président. Donc vous le savez, Samir Amin était un collaborateur régulier du monde diplomatique. Il a beaucoup écrit dans le monde diplomatique depuis les années 70 et il est l'un des contributeurs de notre manuel critique d'économie dont je voudrais vous parler. Pas pour faire de la publicité parce qu'on n'en a rien à fiche, mais pour souligner un point qui me semble intéressant pour notre discussion, c'est ce qu'on pourrait appeler le libéralisme économique dans nos têtes. C'est-à-dire le libéralisme économique qui se loge dans nos têtes peut-être à notre insu et qu'il faudrait donc essayer de débusquer. Pour mémoire, le monde diplomatique a fait campagne dès le départ contre l'ajustement structurel. On a été très tôt contre l'ajustement structurel en donnant la parole à des gens comme Samir et à d'autres économistes venus du Sud. Et en 1988, on a publié un ouvrage qui nous a beaucoup été reproché et qui s'appelait « Le libéralisme contre les libertés », où on expliquait que ce libéralisme économique qui s'impose au nom de la liberté va en fait tuer la liberté, en particulier la liberté des plus pauvres et des plus faibles. Ce qui me semble intéressant de souligner aujourd'hui, et certains intervenants l'ont dit, c'est que nous nous trouvons en 2020 à un moment de crise de la mondialisation économique en tant que projet idéologique. Et ça nous crée une possibilité, une ouverture, un espace. Quand je dis crise idéologique de la mondialisation, je fais allusion par exemple au fait que vous avez au cœur de l'Empire, aux États-Unis, un président qui est un peu fou par ailleurs, mais qui dénonce lui-même le libre-échange et le libéralisme. Alors bien sûr, pour abriter les intérêts des États-Unis, c'est bien sûr au service des intérêts américains, mais ce qui est intéressant, c'est que le cœur de l'Empire lui-même produit un contre-discours sur lui-même. Et cet espace qui s'ouvre nous donne une possibilité pour investir nous-mêmes et promouvoir nos propres idées. Parce que bien sûr, si il y a une crise de la mondialisation libérale en tant que projet idéologique, sur le continent africain, on voit la violence extrême du libre-échange et du libéralisme, et notamment le rôle extrêmement néfaste joué par l'Union européenne dans la manière dont on impose le libéralisme économique et le libre-échange au continent africain, que je crois que c'est Demba Moussa Dembélé qui avait qualifié le néolibéralisme de médicament qui tue pour le continent africain. Et donc j'en viens à mon point essentiel, qui est que si le néolibéralisme est dénoncé, si la mondialisation libérale est en crise, malheureusement, elle est très vivante dans les têtes. Et les penseurs dominants continuent de promouvoir ces idées comme si de rien n'était.
Or, on a vu le libre-échange et le néolibéralisme en échec retentissant, y compris ici, puisque le Fonds monétaire international a reconnu, il y a quelques années, l'échec retentissant de l'ajustement structurel, mais pas malheureusement pour changer de politique, pour continuer la même politique sous d'autres noms, en changeant de nom. Et c'est ça que j'appelle le néolibéralisme dans les têtes, c'est qu'on change les noms, mais on continue les mêmes politiques. Aujourd'hui, les politiques néolibérales s'appellent Programme de lutte contre la pauvreté. Mais c'est la même chose en fait, on continue à privatiser, on continue à faire du libre-échange, on continue avec les médicaments qui tuent. Et l'une des interrogations que je voudrais partager avec vous et sur laquelle j'aimerais bien avoir votre retour, c'est comment vous, en tant qu'intellectuel africain, en tant qu'économiste africain pour la plupart d'entre vous, vous considérez le projet de Zleka. Moi, je le considère comme la poursuite du néolibéralisme, la poursuite de ces médicaments qui tuent. Et j'ai cru entendre, peut-être que j'ai mal compris, des intervenants ici nous expliquer que cette Zleka pouvait être une chance pour le continent. Alors, personnellement, j'ai les plus gros doutes là-dessus, parce que je ne vois pas comment le libre-échange pourrait tout d'un coup, par miracle, surtout compte tenu des grandes inégalités qui existent entre les États africains, produire des effets positifs qu'il n'a jamais produits nulle part. Donc, il faut se méfier des nouveaux habits, des habits neufs du néolibéralisme, qui peuvent parfois, comme le disait Mireille Fanon-Mendès-France hier, se déguiser sous de grands mots. Emmanuel Macron, le président français, on est désolé, mais bon, il est au pouvoir encore pour 3 ans, on essaie de le virer, mais ça ne va pas être assez rapide. Lui-même parle de panafricanisme, mais tout ça c'est pour justifier l'impérialisme français en Afrique. Là, il nous dit qu'il supprime le franc CFA, mais en fait, c'est pour continuer sous d'autres formes l'impérialisme monétaire de la France. Donc, c'est pour faire prendre conscience de ce néolibéralisme dans les têtes qu'on a conçu un contre-manuel d'économie critique qui détruit tous les présupposés de l'économie néolibérale et du libre-échange, avec la contribution bien évidemment de Samir Amin. Et on détruit notamment 2-3 idées fondamentales qui assoient la dictature du néolibéralisme dans le monde et en particulier en Afrique. La première idée, on nous dit que l'économie est une science, c'est pas vrai. Ou si c'est une science très politique. On le voit avec l'utilisation des chiffres. L'économie, depuis 1950, l'économie dominante est imprégnée de chiffres, mais qui nous dit comment sont fabriqués ces chiffres? Par exemple, le produit intérieur brut. On nous parle sans arrêt du produit intérieur brut. Mais comme le disait dans le temps Robert Kennedy, le produit intérieur brut mesure tout sauf ce qui fait l'intérêt de la vie. Il mesure les richesses, mais il ne mesure pas les inégalités sociales, il ne mesure pas les attaques contre l'environnement. Et pourtant, tous les jours, au nom d'une soi-disant scientificité de l'économie dominante, on nous balance du PIB. Donc il y a une utilisation idéologique des chiffres qu'il appartient absolument de dénoncer. Et comme vous le savez, le prix Nobel d'économie n'en est pas un, puisqu'il est délivré par une banque, la Banque de Suède. Donc, première idée reçue à détruire, l'économie dominante n'est pas une science, c'est une politique. Deuxième idée à détruire, c'est l'économie dominante nous fait croire qu'elle est la réalité. Elle nous dit, je suis le réalisme, et j'ai entendu quelqu'un hier qui nous a tenu un petit peu ce discours sur le réalisme. Ça, c'est le discours typique de la droite. L'économie néolibérale n'est pas la réalité, elle est un récit politique qui nous fait croire que la mondialisation est un village planétaire dans lequel chacun pourrait s'en sortir en utilisant des niches et ses avantages comparatifs, des clous. Ça n'a jamais marché nulle part. Les soi-disant dragons asiatiques s'en sont sortis en faisant du protectionnisme, en contrôlant la monnaie. Les Européens, après la guerre avec l'Union européenne, ont fait notamment dans le secteur agricole, et je rends hommage à ce qu'a dit hier Jacques Berthelot, du protectionnisme. La politique agricole commune de l'Union européenne était un truc quasiment soviétique. On fixait les prix, on taxait les importations, on subventionnait les agriculteurs, et tout ça, l'Union européenne l'interdit
à l'Afrique. Et c'est ça l'impérialisme, c'est ça la domination. Et il y a des choses de Thomas Sankara très précises sur ce point. Donc l'économie néolibérale dominante n'est pas la réalité, elle est un récit destiné à asseoir la domination du Nord sur le Sud, la domination des capitalistes sur les autres. Troisième idée reçue à démanteler, c'est cette idée que le monde serait complexe, le monde serait compliqué. Et non, quand on lit Samir Amin, eh bien, on comprend qu'au contraire, c'est extrêmement simple. Il y a des riches, il y a des pauvres, et il y a des gens qui colonisent la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Union européenne pour imposer des normes. Je pense à ce que disait Chérif tout à l'heure sur l'ajustement structurel et la manière dont les institutions financières internationales ont été un outil pour continuer la colonisation de l'Afrique par d'autres moyens. Donc c'est au contraire parfois extrêmement simple, à condition que, comme Samir Amin nous l'a souvent dit, d'analyser et de regarder les rapports de force. Le monde fonctionne suivant des rapports de force d'une extrême brutalité, dont les institutions financières internationales et leurs relais en Afrique sont les porte-parole. Autre idée reçue bien sûr à détruire, c'est cette idée qu'il n'y aurait que l'économie libérale et que les autres écoles de pensée n'existeraient plus, les marxistes seraient ringards. L'extrême modernité, ce serait d'être un ultra-libéral. Bien sûr, tout ça, c'est de l'idéologie. Et Samir a tenu bon quand on essayait de faire croire que les analyses socialistes étaient du passé. Il a au contraire montré leur actualité. Et l'intérêt, c'est pour ça que je suis très heureuse d'être là et de vous écouter, l'intérêt de ce type de symposium, c'est de montrer concrètement qu'il y a une autre pensée et qu'elle est vivante et qu'elle vient du Sud et que ceux qui nous parlent et nous imposent leurs médicaments qui tuent ne le font que parce qu'ils ont les outils de la force politique, y compris, je pense à nos amis du Mali, y compris la force militaire pour imposer l'ordre capitaliste. Donc, ce genre de symposium, certains peuvent dire, oui, après tout, à quoi ça sert de discuter? Il faut être concret. C'est vrai qu'il faut être concret, mais en même temps, agir sans avoir réfléchi, est-ce vraiment intéressant? Donc, il me semble que si on veut être concret, il faut d'abord commencer par penser et être clair sur les idées, sur l'analyse des choses, sur les rapports de force, et être capable, comme on le fait en ce moment, de partager et de mettre au pot commun. Une des choses aussi, et le film d'Aziz Salman Fall était extrêmement émouvant pour ça, que Samir nous a légué, c'est une forme d'optimisme. C'est-à-dire, tout en reconnaissant la violence et la dureté du monde, il nous a toujours dit que si on était net sur la pensée, si on ne faisait pas de concessions, si on avait une pensée autonome, eh bien, on pouvait continuer à changer le monde. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup. Alors, le sujet de mon intervention, c'est le genre enjeu essentiel d'une perspective de déconnexion et de négociation. Traiter de la théorie du genre dans cette rencontre dédiée au professeur Samir Amin et dans une large mesure nous rend compte à la dimension de son noble et perpétuel combat. Le combat de son engagé
l'égalité entre tous par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au-delà de la remise en cause du préjudice historiquement agissant contre les pays dominés, le paradigme du développement inégal interpelle aussi la responsabilité des 10 pays directement affectés, car comme l'écrit Samir Amin, le développement inégal, dans le développement inégal, un système n'est pas dépassé à partir de son centre, mais à partir de sa périphérie. D'où l'importance du combat que nous menons tous dans différents réseaux. Alors, la théorie de la déconnexion à laquelle nous faisons référence pour parler du genre dans cette communication est partie du caractère inégal du développement capitaliste pour montrer que la déconnexion s'impose comme la seule solution possible pour les peuples de la périphérie du système capitaliste. Donc notre propos porte sur 3 points. Nous présentons quelques éléments clés de la théorie de la déconnexion qui est suffisamment riche pour ne pas être travaillée dans le cadre de cette rencontre de temps limité, de présenter la question du genre et lancer une réflexion sur le lien entre la perspective du genre croisée à la théorie de la déconnexion pour une Afrique leader. Certains l'ont déjà dit, c'est important que l'œuvre de Samir Amin vive également autrement. Et je crois que la problématique du genre est une question essentielle. Les éléments clés de la théorie de la déconnexion, cette théorie intervient dans un contexte qui peut être schématisé par cette phrase du professeur Samir Amin. L'expansion du mode de production capitaliste a donné à la contradiction capitale dominant peuple de la périphérie le caractère de contradiction active occupant le devant de la scène, tandis que la contradiction fondamentale qui définit le capital du travail capital perdait ce caractère. Donc cette perspective consiste à déconnecter les critères de rationalité des choix économiques internes de ce qui gouverne le système mondial. Donc on va mettre l'accent sur la question de la reproduction des inégalités dans le développement, avec ses conséquences politiques et sociales pour différents pays impliqués dans des relations de hiérarchie et de domination. Ce que nous retenons essentiellement, c'est que la déconnexion répond à un besoin social objectif de relever les multiples défis socio-économiques, politiques qui affectent les sociétés contemporaines. Donc la thèse de la déconnexion propose un projet de société nouveau, en tout cas socialiste ou autre, mais intégrateur vraiment des masses populaires, etc. Et ce qui nous interpelle, c'est cette lutte, cette constance à dénoncer les inégalités entre les États, entre les nations, entre les peuples, etc. Et ce même combat, c'est le combat aussi du genre. Le mot genre qui est apparu dans les sciences sociales dans les années 70, en tant que catégorie d'analyse, Marème Touré, dans un article, La recherche en Afrique, quelques aspects épistémologiques, etc., montrait que les préoccupations philosophiques sur le statut secondaire assigné à la femme dans la société ont longtemps été au cœur des thématiques qui alimentent les sciences anthropologiques. Mais ce sont les publications des féministes qui, en produisant les fondements de la légitimité d'une problématique spécifique à l'analyse des rapports sociaux de sexe, ont favorisé l'émergence et surtout la reconnaissance de cette nouvelle région épistémologique. Donc, aborder aujourd'hui la question du genre revêt plusieurs dimensions importantes. D'abord, les inégalités et les discriminations entre les hommes et les femmes
sont transversales à toutes les catégories sociales, à tous les niveaux, etc. Et c'est une réalité qui persiste, malgré différents textes, différentes lois, etc., et différents mécanismes. Et cette réalité affecte le parcours social des femmes et des filles, et parfois des garçons aussi. Donc le genre est une question de justice sociale qui est reconnue par les institutions internationales, qui est mondialement reconnue en tout cas. Les paradigmes de respect, de démocratie, de respect des droits humains, de développement durable restent incompatibles avec la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc nous avons un ensemble de lois au niveau international, nous n'y reviendrons pas. Mais la grande question, c'est que la théorie du genre vise la prise en compte holistique à la fois des différences et des inégalités, des rôles sociaux, des statuts des hommes et des femmes, et des rapports sociaux qui se tissent entre les hommes et les femmes et de leur caractère inégalitaire. Le genre est l'objet de plusieurs productions, si on veut, scientifiques, politiques, idéologiques, etc. Esther Bozoff soulignait, tant dans les communautés primitives que dans les sociétés plus développées, la question de la division du travail au sein de la famille est considérée comme étant naturelle. Et c'est ça le grand problème. Les théories qui analysent le statut des femmes partent du fait qu'il y a une différence de biologie, si on peut dire, et élargissent ces différences, les transforment en inégalités, et tout le fondement de la socialisation, de l'éducation également, part de cette inégalité qu'on considère comme fondamentale. Donc les apports de l'analyse genre ne signifient pas de rajouter les femmes, mais c'est toute une remise en question des paradigmes dominants dans les diverses disciplines, que ce soit l'histoire, l'économie, comme certains l'ont dit, etc., qui ont tendance à asseoir, à pérenniser la domination des femmes et à pérenniser cette conception, cette vision de l'inégalité entretenue par différents stéréotypes. Donc, nous avons beaucoup d'écrits, je cite ici Christine Verschure, Dorothy Elson, Ruth Person, etc. Donc, on a également d'autres productions en Afrique qui méritent d'être également approfondies. Nous avons une riche production par certaines organisations de recherche comme la FAR, Fatou Sow, Kodobop, etc. Donc on a vraiment une grande palette pour que si des étudiants veulent approfondir la question, ce sera l'occasion. Donc le genre vise un développement équitable. Je ne vais pas mettre l'accent sur ça, mais je vais au dernier point. Au dernier point, pourquoi nous avons, enfin, le genre est une théorie, mais le genre dans le combat pour une Afrique libre. Le concept de genre fixe le but d'un développement équitable, centré sur la pleine responsabilité des hommes et des femmes en tant que décideurs et partenaires. Il met l'accent sur la dimension politique et sur les relations de pouvoir qui mènent à une distribution inégalitaire des ressources entre les hommes et les femmes. Donc, il fait une analyse, bien sûr, des rapports sociaux. On ne peut pas prétendre qu'il y a des disparités et des inégalités si on n'a pas étudié le contexte d'intervention. Et ce que veut le genre, c'est transformer progressivement les structures sociales et institutionnelles qui sont discriminatoires. Et donc, en mettant en place, en promouvant des structures qui sont égalitaires et justes et qui respectent l'enjeu de la justice sociale. C'est mieux, d'accord, merci beaucoup. Donc, autant le genre veut favoriser la participation des femmes, promouvoir une perspective de transformation, dans le même sens,
Samir Amin propose dans sa théorie des connexions la possibilité de développer les forces productives et simultanément de renforcer les tendances socialistes dans la société en réduisant les inégalités sociales, notamment entre la ville et la campagne, le travail manuel et le travail intellectuel, en renforçant la maîtrise par les travailleurs sur les forces productives et la démocratie politique et sociale réelle dans la société. Donc, pour conclure, il faudrait que dans la perspective du genre, si on a la possibilité de l'articuler à la théorie de la déconnexion, c'est rompre avec le paradoxe que les femmes sont auxiliaires, mais des compagnes indispensables, consultées à toute chose. Donc ce rôle invisible et éclipsé dans la vie publique, et retenir que nos sociétés traditionnelles ont mis des femmes à la tête des royaumes, et je cite Fatou Sow et Fatou Sarr qui ont écrit sur les femmes et politiques, et dire, pour ne pas conclure, la déconnexion en tant que rupture des pratiques défavorables à la démocratie et l'égalité entre les pays, les nations et les peuples, mais aussi aux gens à tous les niveaux, est inévitable, donc possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci de nous rappeler une chose importante, que le capitalisme exploite comme des femmes indistinctement. Les femmes sont exploitées pour le Merci beaucoup à toute l'Assemblée, surtout au président qui me donne 15 minutes. Avant de commencer mon propos, je voudrais rendre un hommage, n'est-ce pas, aux savants vivants, n'est-ce pas, dans cette salle. Justement, je me présente, je suis Abdoulaye Koné, je suis consultant en système de digitalisation, n'est-ce pas, et je suis basé à la matrice, n'est-ce pas, des SAP en Allemagne, ou à Houston et à Prague, qui est notre centre, n'est-ce pas, des apps d'opération. Et si je suis à cette conférence, c'est véritablement grâce au professeur Salif Sy, que j'appelle affectueusement le savant, n'est-ce pas, du partage. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous osez, n'est-ce pas, vous dévertir de la touche, descendre, n'est-ce pas, dans l'arène et mener débat avec nous sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas évident, mais vous le faites. Nous sommes amis depuis 10 ans et c'est la première fois que je vous vois. Et au-delà, n'est-ce pas, de l'humain, c'est... Merci pour ce que vous faites et sachez que nous prenons en compte tout ce que vous faites pour nous et l'héritage, n'est-ce pas, ne sera pas perdu. Pour moi, me trouver dans la même salle que le professeur Kassem Moustapha est un accomplissement. C'est un monsieur que j'ai adoré, j'ai suivi de toute mon enfance, j'ai écouté toutes les interventions de monsieur Kassem. Je n'ai jamais pensé me pouvoir trouver dans une même salle que lui. Et ça, c'est un accomplissement pour moi. Rendons hommage à nos savants quand ils sont là et n'attendons pas qu'ils ne soient plus là. Comme Cheikh Anta Diop, que moi j'ai connu plus tard, quand j'avais presque fini mes études secondaires, que j'ai connu Cheikh Anta Diop. Il était presque impossible de trouver un livre de Cheikh Anta Diop. Et quand j'ai lu Nature et culture, cela a remis en cause tout ce que j'avais appris de l'histoire, tout ce que j'avais appris des sciences. Et une phrase, n'est-ce pas, qui a été pour moi un leitmotiv, c'est « Armez-vous aux dents, armez-vous jusqu'aux dents des sciences, car science égale, la vérité n'est pas finie par percer, n'est-ce pas, du bon côté. » Et ça, c'est un appel pour la jeunesse, ou les jeunes de ma génération. Sachez que nos aînés qui sont dans cette salle ont mené le combat qu'il fallait mener. Ils sont tous savants, ils sont tous scientifiques, ils sont tous émérites. Ils ont joué le rôle et c'est à nous de prendre la balle au bon. On ne pourra pas juste citer nos aînés si nous-mêmes ne posons pas d'actes dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens que je suis ici pour présenter, n'est-ce pas, une discussion, n'est-ce pas, sur la technologie digitale et son impact dans le commerce actuel. Ceci n'est pas pour vanter, n'est-ce pas, les mérites, n'est-ce pas, du commerce ou quoi que ce soit, c'est pour parler en fait d'une technologie qui est stratégique. Les prochains conflits ne seront plus des conflits militaires où les gens iront se tuer, ce n'est pas possible.
les gens resteront chez eux pour déstabiliser d'autres États. Et si nous ne sommes pas prêts à faire face à cela, tout le travail qu'ont fait nos aînés, professeur Samir Ami, Cheikh Anta Diop, professeur Salif Si, professeur Kassé, et toutes ces éminences qui sont dans cette salle seront vains. Il faut que nous soyons, n'est-ce pas, en possibilité, n'est-ce pas, de défendre nos États de manière stratégique et avec les armes, n'est-ce pas, qui nous sont opposées par le monde, je ne dirais pas l'Occident ou quoi que ce soit. Et donc, je vais parler, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. La digitalisation, au départ, c'est une technologie, n'est-ce pas, qui est née dans les années 50, n'est-ce pas, grâce au savant que nous appelons Alan Turing, qui fut un savant anglais, et tout le monde connaît un peu son histoire, qui a créé, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle à travers, n'est-ce pas, l'échange entre l'humain et la machine. Et on dirait que grâce à Alan Turing et à sa manière, n'est-ce pas, de décoder, n'est-ce pas, les codes Enigma qui étaient, n'est-ce pas, des codes allemands, et cela a précipité, n'est-ce pas, la fin de la guerre. La guerre aurait pu durer plus longtemps si on n'avait pas pu décoder, n'est-ce pas, les communications allemandes. Et donc, comment c'est important, n'est-ce pas, de comprendre la digitalisation. La genèse, c'est une technologie qui a vu le jour, n'est-ce pas, dans les années 50, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, grâce au mathématicien Alan Turing, dans son livre Computing Machinery. Il décrit en fait un processus dans lequel nous pouvons communiquer avec un ordinateur, communiquer avec une machine. Aujourd'hui, on le fait plus facilement avec les processus de macro. Mais la définition, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle est difficile parce qu'on la comprend généralement dans le sens du commerce, alors qu'on pourrait aussi, n'est-ce pas, la dériver dans d'autres sens. L'intelligence artificielle consiste donc à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Définition de base. L'intelligence artificielle au service des humains. L'intelligence artificielle est un potentiel infini aujourd'hui. On peut l'utiliser dans le domaine médical, n'est-ce pas, pour faire les scannings. On peut l'utiliser, n'est-ce pas, dans le domaine militaire, comme je l'ai déjà expliqué. La vision artificielle, n'est-ce pas, permet aujourd'hui, n'est-ce pas, de déterminer précisément le contenu d'une imagerie pour assurer, classer automatiquement selon l'objet, la couleur ou le visage préféré. Nous avons les algorithmes que nous utilisons tous les jours. Les algorithmes sont en mesure aujourd'hui d'optimiser les calculs au fur et à mesure qu'on effectue les calculs de traitement, puisque nous avons des longues chaînes de calculs à faire. Et il faut aujourd'hui des machines qui nous permettent, n'est-ce pas, de réfléchir et aussi de conserver, n'est-ce pas, les étapes des calculs. La reconnaissance vocale, plus besoin, n'est-ce pas, de définir ce que c'est que la reconnaissance vocale. Nous avons, n'est-ce pas, des systèmes de gestion de fonds automatiques. Aujourd'hui, tous nos fonds sont gérés de manière automatique. On a, n'est-ce pas, on a parlé, n'est-ce pas, de l'aide, n'est-ce pas, au diagnostic en médecine. On pourrait parler aussi de l'évaluation, n'est-ce pas, des risques dans le domaine des prêts bancaires ou de l'assurance. Quand j'étais comptable, tout ce que je faisais, n'est-ce pas, comme risk assessment, analyse était fait, n'est-ce pas, selon des outils. Parce que, en fait, l'un des gros problèmes que nous avons, nous condamnons toujours nos États. La corruption est grande, la corruption est grande. Mais on ne peut pas lutter seulement contre la corruption en mettant des hommes propres dans un système. Il faut aussi, n'est-ce pas, des outils qui sont capables, n'est-ce pas, d'empêcher que l'homme sorte, n'est-ce pas, de son cadre. Sinon, on est tous tentés, n'est-ce pas, par aller là où il ne faut pas y aller. Alors, il faut mettre des outils qui peuvent empêcher cela. Je travaille presque 10 ans comme comptable sans avoir vu un seul sou dans mes yeux. Et ça, c'est très important pour éloigner, n'est-ce pas, l'humain de la tentation. Ensuite, nous avons, en fait, c'est un allié, comme je l'ai dit, un allié décisionnel au niveau militaire. C'est aussi les filtres anti-spam qui deviennent de plus en plus efficaces. Et la stratégie d'optimisation, n'est-ce pas, des entreprises, on parle des bonnes pratiques dans ces domaines. N'est-ce pas, quelles sont les bonnes pratiques, n'est-ce pas, d'optimisation d'entreprise. L'optimisation, c'est ce qui vous permet, n'est-ce pas, de dépenser moins dans tout ce que vous faites et de rationaliser, n'est-ce pas, votre consommation. Alors, la nécessité, n'est-ce pas, d'un processus d'amélioration continue pour constamment gagner en efficacité, en efficience, accompagner la croissance, faire face à la concurrence, à la guerre, l'évolution naturelle, n'est-ce pas, du secteur d'activité au rendez-vous technologique. Mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Ça, c'est une première question. Une entreprise, c'est d'abord et avant tout, n'est-ce pas, des personnes, un groupe, n'est-ce pas, des ressources humaines qui ont un travail à réaliser selon une certaine façon, ce qu'on appelle la procédure, en s'appuyant, n'est-ce pas, sur des moyens qu'on appelle ressources technologiques et autres. Alors, on dirait que la gestion permanente, n'est-ce pas, de la bonne adéquation entre ces 4 composantes, n'est-ce pas, est-ce qui conduit, n'est-ce pas, à l'optimisation organisationnelle. On pourrait dire alors que l'optimisation organisationnelle passe donc par une analyse, n'est-ce pas, des interactions qui existent entre l'organisation du travail, la gestion des équipes, le processus opérationnel
et les outils informatiques et autres utilisés, n'est-ce pas, pour délivrer les produits de l'entreprise. Alors, pourquoi et comment optimiser sa production grâce à l'intelligence artificielle? De la nécessité, n'est-ce pas, des meilleures solutions pour améliorer l'activité, faciliter, n'est-ce pas, les différentes tâches répétitives et fastes du jeu. Deux choses qu'on évite en entreprise, c'est soit de dépenser de l'argent, soit de dépenser du temps. Quand on dépense de l'argent, c'est pour gagner du temps. Quand on dépense du temps, c'est pour gagner de l'argent. Alors, il ne faut pas dépenser les deux à la fois. C'est pour ça que nous mettons en place des solutions pour améliorer, n'est-ce pas, l'activité et éviter les tâches répétitives. Les entreprises ne peuvent pas se permettre, n'est-ce pas, d'avoir des tâches répétitives. C'est pour ça que nous créons, n'est-ce pas, des systèmes d'automatisation. Et de la nécessité de faciliter et de fluidifier au maximum les différentes tâches au quotidien. Les techniques d'intelligence artificielle vont ainsi permettre d'optimiser sa productivité et d'améliorer sa compétitivité. Et l'importance, n'est-ce pas, d'utilisation des outils les plus adaptés à possible. On parle de big data, c'est un mot un peu barbare, mais big data, il faudrait savoir que la matière première, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle ou de la digitalisation, ce sont les data, les données. N'est-ce pas? Ce sont les données, n'est-ce pas, qui nous permettent de parler d'intelligence artificielle. On dit parmi les données analysées, en fait, vous avez, n'est-ce pas, l'historique, n'est-ce pas, des clients qui vous donnent des informations sur votre activité, comment répandre votre activité. Ensuite, n'est-ce pas, il faut comprendre le marché et les besoins du marché, n'est-ce pas, pour permettre un meilleur ciblage clientèle. Ça, ce sont des techniques commerciales que je n'ai pas envie d'évoquer ici. De la nécessité d'optimiser et éviter les activités les plus répétitives et chronophages, n'est-ce pas, au quotidien. C'est l'un des rôles pour lesquels on utilise l'intelligence artificielle, c'est obliger, n'est-ce pas, de gagner du temps et gagner du temps. Cependant, aucune bonne optimisation n'est possible sans une rationalisation des données de base que nous appelons des master data. Comme je l'ai dit, la matière première, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle sont les données de base, n'est-ce pas. Et donc, la bonne gestion, n'est-ce pas, des données de base nous conduit, n'est-ce pas, à une entreprise rationnelle. Je ne vais pas définir, n'est-ce pas, les données de base. Et quel est le rôle de la numérisation, n'est-ce pas, dans la croissance des entreprises? La numérisation, c'est lorsque vous utilisez des techniques numériques pour changer un modèle d'entreprise ou offrir une nouvelle opportunité de revenus, de création de valeur. L'avantage concurrentiel en faisant, n'est-ce pas, des choses mieux, rapidement et moins cher que vos concurrents. Un plan de numérisation approprié va aider, n'est-ce pas, à réinventer le processus, améliorer la qualité et promouvoir la cohérence, n'est-ce pas. Alors, on pourrait dire d'abord, la première chose, c'est de réduire les coûts, avoir une portée mondiale, une interaction avec le client, la conversation, réaliser, n'est-ce pas, sa mission et sa vision et être au pair en avance, être au pair ou en avance, n'est-ce pas, sur les concurrents. C'est une des raisons pour lesquelles nous utilisons l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que l'automatisation, n'est-ce pas, des processus? Enfin, l'utilisation, n'est-ce pas, de la technologie pour automatiser les processus de métier, pour passer séquentiellement d'une tâche à une suivante avec une intervention minimum, n'est-ce pas, d'humain. C'est ce que nous faisons, nous essayons, n'est-ce pas, de programmer tout ce que nous faisons aujourd'hui pour éviter, n'est-ce pas, de revenir à l'effet chaque jour et chaque jour et chaque jour. Donc il faut trouver, n'est-ce pas, une application globale à travers les fonctions des organisations. Et compte tenu, n'est-ce pas, de la croissance rapide des demandes des clients, il est essentiel, n'est-ce pas, d'automatiser les processus afin de rester pertinent et rentable. Et quelles sont les étapes d'automatisation? Si vous envisagez une automatisation, n'est-ce pas, il faudrait déjà penser à des types d'automatisation. Comprendre les données historiques, c'est la base. Identifier le processus qui mérite une automatisation, parce qu'on n'est pas obligé de faire une automatisation complète d'un processus. On peut faire une automatisation partielle ou totale. Se plonger, n'est-ce pas, dans les performances passées. C'est très important de comprendre son histoire pour pouvoir se faire dans le futur. Comprendre qui sont les parties prenantes, quel niveau d'efficacité qui ont été passées, etc. Ça, c'est des parties très importantes. Définissez leurs objectifs d'optimisation. Et identifier, n'est-ce pas, des solutions dans la diversité, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de solutions. Vous avez le choix, n'est-ce pas, entre plusieurs solutions qui sont proposées. Et il faut choisir, n'est-ce pas, les bonnes solutions. Il faut cartographier le processus. Cartographier, c'est ce que nous appelons des mapping de process. C'est très important de savoir quelles sont les entités et les lier les unes aux autres pour comprendre, n'est-ce pas, les KPI. Les KPI, ce sont les Key Performance Indicators.
chaque employé, n'est-ce pas, ou chaque personne, n'est-ce pas, a une performance. Il faut pouvoir être en mesure de mesurer, n'est-ce pas, la performance pour être sûr que nous avançons tous dans la même logique. Et ceux qui ont besoin de support pourront être supportés plus tard parce que, en fait, une entreprise, on a besoin de personnes de différentes qualités et aussi de différentes compréhensions. Conclusion. Déjà, je suis à la conclusion. Je n'ai même pas encore parlé je n'ai pas encore parlé de cloud et tout ça. Allez, pour conclure, je voudrais dire en fait que je voudrais inviter, n'est-ce pas, les étudiants africains ou les élèves africains, n'est-ce pas, à s'intéresser, n'est-ce pas, à ce sujet qui est l'intelligence artificielle ou la digitalisation. Aujourd'hui, c'est un processus qui est déjà en marche depuis très longtemps. Et nous n'avons aucun intérêt à rester derrière. Et je voudrais avoir peut-être ici le temps de discuter avec des étudiants à Dakar pour mettre en place, n'est-ce pas, des consultants en digitalisation, ce que nous avons commencé déjà à Abidjan avec l'université virtuelle qui devait nous accompagner ici. Mettre en place ici des consultants sur le continent, mais commencer par Dakar. Et chaque année, nous pourrons comme ça venir les voir. Je vous remercie. C'est dommage. Merci beaucoup. Merci, cher Aïkoné, pour la communication. Alors, là, nous allons passer à la deuxième partie de très difficile à récupérer. C'est-à-dire l'ensemble de ces cours au Maroc et tous ces enseignements à Dakar, moi je suis aussi dans ces choses-là. Je suis vraiment sur le dépistage. Je peux vous dire tout ce qu'il faut sur le net, comme photo ou comme texte. On a des outils qui coûtent jusqu'à 7 000 €, et d'autres les moins chers pour récupérer. Alors c'est des jeunes comme ça qui m'accompagnent dans ce genre de choses. Bon, le temps est court, il ne pouvait pas, mais il pourrait vous dire les effets. Comment en utilisant l'intelligence artificielle, surtout dans le commerce international, comment on peut marginaliser davantage les pays du Sud. Merci beaucoup. Je te félicite, Abdoulaye. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Jacques. Je voulais dire aussi à Abdoulaye que ce n'était pas des applaudissements de complaisance. Je suis Madame Touré, je travaille à l'UNESCO. En ce moment sur l'intelligence artificielle et je ne manquerai pas de prendre contact avec lui. Nous travaillons surtout sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. L'équipe de l'intelligence artificielle, je travaille dans le secteur des sciences humaines et sociales. Mais je suis ici parce que je suis aussi membre du constituency du CODESIA, membre du constituency de la FARD. Et c'est peut-être plus en cette qualité que je prends la parole ici. J'aimerais faire un autre écho de ce qu'a dit le jeune Koné. Il dit qu'il nous faut fêter nos sachants quand ils sont vivants. Je lance à Chérif l'appel que peut-être que nous devrions faire un symposium sur Moustapha Kassé, parce que je pense que beaucoup de nous ici pensent avec moi et savent que sur Samir, nous avons moins de culpabilité, nous avons beaucoup fêté Samir de son vivant. Au CODESIA, j'ai beaucoup participé avec Samir sur des sessions en hommage à Samir et en reconnaissance à la pensée de Samir. Si j'ai pris la parole, c'était pour me faire l'écho de ce que disait Fidèle à l'entame dans sa communication. Il disait que Lénine nous a rappelé que faire. Et il a repris le que faire de Lénine en disant que nous faut-il faire. Quand Lénine a fini d'écrire que faire, Krupskaya, qui était une inconditionnelle de Lénine, parce que Nada Krupskaya était tellement amoureuse de Lénine que tout ce que Lénine faisait était bienvenu, il a dit, alors, mon cher Vladimir, que nous faut-il faire? Et Lénine a dit, il faut rêver. Je vais rendre hommage à un autre Africain, c'est Moupaté Gueye, qui était notre camarade et ami. J'ai eu la chance de taper la thèse de Sémou. Et sur la thèse de Sémou,
plus d'un chapitre était consacré à la réponse de Lénine à Krupskaya. Il nous faut rêver. Et ce que j'ai appris de ces mots, c'est que rêver, c'est pas rêvasser. Rêver, c'est ouvrir l'espoir, c'est ouvrir un horizon. Et je pense que cela doit faire écho, parce que c'est Chérif qui nous rappelle souvent l'ajustement structurel. On n'a pas le temps de développer. Mais je pense qu'il y a deux choses sur ce que l'ajustement a fait que nous n'avons pas encore réfléchi. Nous avons beaucoup réfléchi sur les conséquences économiques de l'ajustement structurel, mais ce que l'ajustement structurel a amené en termes de rajustement des valeurs, en termes des valeurs qui fichent le camp, parce que simplement la marchandisation de la société et la mercantilisation des rapports sociaux est passée par là et a été plantée par l'ajustement structurel. Mais je pense qu'une autre chose sur l'ajustement structurel, c'est surtout l'ajustement des horizons. Personnellement, je fais beaucoup le parallèle entre l'ajustement des horizons et nos jeunes là qui disent Barça ou Barsac, voire Barça ou mourir. Et je pense que c'est Salmon qui disait le projet du Forum du Tiers-Monde de le transformer en fondation et de travailler sur les jeunes. Je pense que dans ce que nous faut-il faire, je crois qu'il faut réinventer l'idéologie ou remettre l'idéologie dans le bon sens. Ce que tu nous as dit, comment elle s'appelle encore? Oui, c'est que l'idéologie existe encore et l'idéologie est encore la motrice des théories qu'on nous donne. Mais c'est que l'idéologie est à l'envers et il nous faut la remettre à l'endroit. Je pense que dans ce que nous faisons, la dimension de l'idéologie et la dimension de l'engagement est indispensable et c'est ça que vous avez appelé la repolitisation. L'économie s'appelait l'économie politique, c'est-à-dire que l'économie acceptait que tout est politique et tout est idéologique. Je n'ai pas le temps de développer. J'aimerais juste, sur ce, bon, j'attends avec beaucoup d'impatience la communication de Carlos, qui va essayer de faire le parallèle entre Cabral et Samir. Il a dit, Samir a pensé le monde à partir de l'Afrique. Mais je pense que ce que Samir fait, quand Cabral nous dit penser l'Afrique et penser le monde sous-entendu avec nos propres têtes et à partir de notre propre lieu. J'attends, je pense que Carlos est beaucoup plus outillé que moi pour développer sur cela, mais je pense qu'il nous faut penser l'Afrique, penser le monde avec nos propres têtes et à partir de notre propre lieu. Je vais simplement conclure avec ce qu'a dit Oumou Khaïri, avec la communication de OK. Parce que il me semble que tous les mots ne nous viennent pas de l'extérieur. Penser l'Afrique, c'est aussi questionner notre propre société avec ses tares et ses avantages. Notre société, j'ai l'habitude de dire, a deux mamelles. Une des mamelles, c'est le patriarcat. Et l'autre mamelle, c'est la gérontocratie. C'est la gérontocratie, c'est-à-dire le fait que pour pouvoir être un sujet capable de dire « je sous l'arbre à palabre », il faut avoir plus de 60 ans. Et cela, ce n'est pas le colon qui nous a imposé cette façon de voir. Et je crois qu'il nous faut déconstruire. Et c'est ce que Oumou Khaïri essaie de nous dire, en partant aussi des propres tares de notre propre société. Et je dirais simplement que regardez, parce que Dembus, en la vérité, elle a dit que le médicament qui tue, mais le médicament qui tue aujourd'hui, il s'appelle plan émergent. Sénégal émergent, Cameroun émergent, je ne sais pas qui émergent. Et quand on questionne l'émergence, tout le monde connaît la leçon. L'émergence, c'est la réforme, la transformation structurelle de nos économies. Mais on ne peut pas transformer structurellement nos économies si on ne transforme pas structurellement nos mentalités. C'est dans nos têtes que cela se passe. Donc je vous inviterai dans une autre atelier à faire un peu le parallèle entre la déconnexion et l'intersectionnalité, parce qu'il me semble que les formes de domination sont multiples et il faudra peut-être que nous questionnions ensemble.
Par une procédure spéciale. La commission scientifique à Paris a étudié, heureusement que ton texte existait déjà, la qualité scientifique du texte. Et sur cette base, après validation, tout ça grâce à Marème qui a soutenu le processus, que vous êtes là, Jacques. Merci beaucoup. Sans nous imposer de participants ni de quoi que ce soit. Au forum aussi, c'est un principe de fond. Nous ne collons pas à votre programme, vous ne nous imposez pas de participants et tout ça. C'est important de le dire. Merci Marème, merci l'UNESCO. Merci de la précision. Alors là, on prend 2 ou 3 questions et là, vous allez tous droit vers la question. Vous avez 1 minute pour poser votre question, monsieur. Et puis, madame. Mais tout le monde parle ici, il n'y a pas de micro. Vous passez devant. Et pour, on a monsieur, madame, monsieur derrière. S'il vous plaît, au sujet de la déconnexion, je voudrais un petit peu nuancer l'exposé de notre ami qui a parlé de la déconnexion. Dans l'approche de Samir Amin, la déconnexion, c'est la référence pure et dure à la valeur mondialisée. Et donc la déconnexion, autrement dit, c'est soumettre les rapports externes au service de développement indépendant et autonome. Ça veut dire qu'il faut développer la loi de la valeur sur le plan national pour permettre au pays de bâtir une économie indépendante et autonome avec une banque centrale, avec des banques nationales, avec de l'industrie nationale. Et donc voilà la déconnexion dans l'esprit. Parallèlement, qu'est-ce qu'il dit dans la longue durée? C'est la transition longue à base nationale et populaire, nationale comme je l'ai dit hier. Ça veut dire qu'il y a un dépérissement de la loi de la valeur pour la transition au socialisme. Je voudrais faire une nuance au sujet du libéralisme. Le libéralisme au sens de Stuart Mill. C'est pas il y a une différence, c'est-à-dire que les néolibéraux, ils ont coupé avec le libéralisme. C'est pas le néo, ça n'a rien à voir. Et non, il faut nuancer ces choses-là, parce que vive le libéralisme. Au Maroc, un historien, un grand écrivain, c'est Abdallah Laroui, qui nous dit qu'il faut tout d'abord assimiler le libéralisme, et c'est très important. Et donc, le libéralisme au sens de Smith, de Ricardo, c'est pas le néolibéralisme aujourd'hui avec Barreau, avec tous ceux qui sont derrière le FMI, la Banque mondiale. Ensuite, il y a un problème que l'économie dominante aujourd'hui, c'est pas de la politique, il dépolitise les choix politiques. C'est-à-dire avec la notion de gouvernance, avec la notion. Bon, donc, merci. Merci. Je crois que je prendrai 1 minute de plus, parce qu'ici, c'est le seul espace où on discute du genre. Je pense que ça n'arrivera pas, ça n'est pas arrivé hier et ça n'arrivera pas demain. Donc j'en profite et je m'autoriserai 1 minute de plus. Alors bien sûr, je vais paraître insolente vis-à-vis de Samir Amin, mais j'ai l'habitude d'exprimer mon insolence tout en exprimant ma profonde admiration. J'ai été membre du CODESTIA, du comité... Ah oui, je m'appelle Fatou Sow, je suis sociologue et je suis membre du comité scientifique
de cette réunion. Alors en 1993, lors du 20e anniversaire de la fondation du CODESRIA, Samir Amin faisait le grand discours et nous étions là, tous et toutes, ouverts à son discours qui est toujours profond, savant. Et à un moment, Samir Amin dit, vous avez tous ces nouveaux concepts qui se terminent en isme et qui sont à la mode, et il commence à les citer et il dit féminisme. J'ai sursauté dans mon fauteuil et au fond, je me suis senti profondément vexé parce que c'était une époque où moi-même, je me débattais en me disant je suis féministe, mais je voulais décoloniser le féminisme, je voulais mettre le féminisme à la hauteur des aspirations, de mes problèmes, de mes questions, et d'avoir mon grand savant de Samir Amin dire que c'est un isme à la mode et que j'étais condamné à être périmé très bientôt, ça m'a profondément bouleversé. Et alors bien sûr, je l'ai agressé dans les couloirs, et je l'ai agressé à une autre conférence quelques temps plus tard, en disant bien sûr, alors quand il était assis à côté de moi, et je disais, alors c'est vrai, nous avons de grands savants qui pensent que le féminisme, comme M. Samir Amin qui disait, il a bondi, il a répondu, moi j'avais parlé 2 minutes, il a parlé presque 1 heure pour répondre à ma question. Alors je dis ça pour dire que le discours et les écrits de Samir Amin n'ont été ni féministes ni genrés. Samir Amin ne s'est pas adressé aux femmes. Mais nous avons trouvé une très grande force dans tout ce qu'il a démontré au sujet de la mondialisation, des inégalités, de l'économie. Parce que Samir nous a permis de réfléchir à la mondialisation, les inégalités entre les États, le tiers-mondisme, la terre-mondialisation, à partir de l'Afrique. Samir a été pour nous une source et une force incroyable, parce que nous pouvons trouver des éléments, nous pouvons trouver quelqu'un qui, à partir de l'Afrique, parce qu'il était africain comme nous permettait de retourner à des sources qui étaient absolument utiles pour nous. Et tout ce que nous avons pu dire de l'économie néolibérale, de son impact, des inégalités, nous avons pu les reconstruire à partir de, d'abord, essayant de décoloniser le féminisme, essayer de comprendre qu'on pouvait être féministe sans être attaché à des sources autres, mais reprendre nos propres sources. Ça, Samir nous a permis de le faire. Et il nous a permis de comprendre que lui et d'autres auteurs, bien sûr, qu'on pouvait, à partir du Sud, avoir nos propres réflexions. Et ça, Samir nous a permis, au fond, d'apporter un verre dans le fruit. Parce que les institutions qu'il avait créées, l'IDEP, le CODESRIA, c'était vraiment des boys clubs. Totalement boys club. Et je n'ose pas dire all the boys club. Mais ce que Samir nous a permis, c'est au fond d'ouvrir cet espace où au fond les femmes sont arrivées, et des jeunes femmes, conquérantes, qui avaient des espaces pour s'exprimer. Nous avons réussi à institutionnaliser le genre dans ces institutions. Alors je suis heureux de savoir que la directrice IDEP est une femme, bravo. Mais au CODESRIA, depuis presque 15 ans maintenant, la présidence du comité exécutif est tenue par les femmes. Et il y a 2 ou 3 ans, nous avons même une présidente et une vice-présidente qui sont des femmes. Alors peut-être un jour il faudra se battre pour que les old boys reviennent, mais je pense que c'est rendre justice à Samir Amin d'une question qui ne le préoccupait pas, parce qu'il y avait une préoccupation tout à fait globale. On peut tirer des éléments qui permettent de nous inspirer, d'enrichir la réflexion et qui nous permettent d'avancer. Merci. En fait, bonsoir, je suis Simon Goldberg, professeur d'économie. Je serai bref. Il y a d'abord une observation sur la syntaxe avant ma question. On se plaint, M. Nguema, par exemple, de devoir toujours définir la déconnexion. C'est parce qu'on utilise le préfixe « dé », donc on insiste sur ce que ce n'est pas
On ne peut pas être connecté aux anciennes puissances coloniales. Et on n'assiste pas sur les valeurs positives, c'est-à-dire l'enrichissement des relations sud-sud. C'est le même problème avec la décroissance. On ne parle que de l'arrêt de la croissance, c'est horrible avec toutes les conséquences négatives, on ne parle pas de la préservation de l'environnement. Donc il y a une réflexion à faire sur la syntaxe de nos slogans politiques. Maintenant, j'en viens à une interpellation, notamment de M. Nzegema, sur la question du rôle de l'intellectuel et de la liberté d'expression. Nous sommes ici à l'université Cheikh Anta Diop. Vous voyez que nous avons une liberté d'expression totale. Par contre, les étudiants se comptent sur les doigts d'une main. Nous sommes entre convaincus et nous prêchons dans le vide. À côté de cela, nous avons un gouvernement qui soutient la naissance de l'éco, qui favorise l'implantation des entreprises françaises. Et la dernière exemple en date est celui de la défunte Société des eaux. Alors qu'en est-il, M. Nzegema, pour le Gabon? Moi, j'y ai vécu jusqu'en 89, sinon j'aurais pu lire votre livre avec intérêt. C'est un pays qui a soutenu le Biafra, c'est un pays qui a combattu Thomas Sankara, c'est un pays qui a soutenu Total à bout de bras. Quelle est votre marge de manœuvre? Je peux? D'accord. Mesdames et messieurs, vous m'excusez, je suis un soldat. Un militaire dans l'âme, comme on dit, soldat un jour, soldat toujours. La grande question, si tant est qu'il faut que je la pose, le monsieur qui m'a précédé a parlé du préfixe « D ». Mais est-ce que nous sommes connectés? Parce que connecté veut dire que le fluide passe d'un bout à l'autre. Mais est-ce que le fluide du bien-être, du développement, le fluide de la personne humaine passe de l'Occident à nous? C'est plutôt le contraire. Nous sommes brimés, écrasés, meurtris et réduits à un statut d'inhumain, d'une humanité avec l'insécurité humaine et les injustices humaines que nous subissons. La grande question n'est pas est-ce que nous savons? Oui, nous savons. Avec le professeur Samir Amin, avec tous ceux que nous avons comme chercheurs, comme des gens qui réfléchissent, nous connaissons le diagnostic, nous avons même des propositions de sortie de solutions, mais qu'est-ce que nous faisons? Agir, l'action. Et qu'est-ce que nous avons en face de nous? Nous savons ce que nous sommes en tant qu'Africains. Il n'y a aucun membre d'un seul pays africain qui ne se reconnaisse pas d'abord du continent africain et de sensibilité africaine. Mais allez en Occident pour voir ce qui se passe. En Occident, l'individualisme a tué la personne humaine. L'individualisme a tué la communauté humaine. Nous avons donc des groupements d'unités dans l'espèce, qui est la définition de l'individu, et ce sont ceux-là qui nous briment, qui nous... Et aujourd'hui, nous n'avons même plus affaire à des gouvernements. Nous avons affaire à des nébuleuses financières. Qu'est-ce que nous faisons? Merci. Ma question, c'est qu'est-ce que nous faisons, M. Nguema? Ah, d'accord. Merci beaucoup, Président. Merci, Président. Je voudrais quand même, parce qu'il y a deux problèmes qui vraiment
deux aspects de problèmes qui ont été évoqués et qui effectivement, justement, nous interpellent. Deux problèmes qui nous interpellent. Et nous ne pouvons pas effectivement passer rapidement dessus. Le premier problème a été posé par l'avant-dernière intervenante sur les statistiques et leur utilisation. Quelqu'un avait parlé, d'abord je rappelle, Samir Amin est un statisticien. Il n'en a pas fait beaucoup état, mais il en parlait assez souvent. Et il l'utilisait également. Si bien que nous sommes victimes, en quelque sorte, de certaines grandeurs. Et il faudrait effectivement, particulièrement à l'endroit de nos jeunes chercheurs, qu'ils commencent à démystifier un tout petit peu la signification de ces grandeurs. Parce qu'aujourd'hui, le mesurable est très important. Très, très important. Parce que justement, Koné l'a rappelé, les instruments de mesure sont devenus très, très, très performants. Les capacités de calcul des machines est également extraordinaire. Alors, je prends le débat actuel sur la monnaie, mais je ne peux pas ne pas rappeler les mutations que subissent les banques centrales. Si nous ne comprenons pas ces mutations, nous ne comprendrons rien au phénomène monétaire actuel. Les banques centrales ont travaillé dans un modèle keynésien sur effectivement 3 types de réflexion. D'abord, le premier type de réflexion, ça a été la courbe de Philippe, la relation entre la monnaie et l'inflation. Ensuite, elles ont travaillé sur le fameux carré magique de Kaldor. Et enfin, elles ont surtout travaillé sur effectivement les nouvelles possibilités de calcul des taux de change entre les différentes monnaies et leur variabilité. Je pense que ça, ce sont des techniques. Il ne faut quand même pas qu'on se masque les choses. Et maintenant, on voit les banques centrales, depuis 2008, s'orienter dans ce que Koné a appelé l'intelligence artificielle. Et c'est très important, parce que si nous ne comprenons pas précisément ces nouvelles techniques qui sont utilisées, nous ne comprendrons rien, absolument rien à la monnaie. Alors, je dis simplement, la crise est passée par là. La monnaie, c'est une question de confiance. La crise qui est venue et qui a failli emporter le monde, je crois que Ben Hamouda l'a assez souligné, cette crise était une crise qui a comporté beaucoup de risques. Et la gestion des risques est devenue aujourd'hui un phénomène absolument important, mais que les banquiers centraux sont en train de régler. 3 problèmes, je les énumère et puis je passe. Pour simplement, justement, conforter Koné dans ce qu'il a dit. D'abord, je me dis au fond, les banquiers centraux sont en train avec l'intelligence artificielle, de contrôler précisément les systèmes monétaires, tous les systèmes monétaires, de les regrouper. C'est possible maintenant. Autrefois, c'était difficile à faire. Deuxième élément, la régulation même du système par les taux de change. Là aussi, les banques centrales ont de nouvelles techniques. Il faut qu'on les comprenne. Si on ne les comprend pas, nous allons faire des développements qui passeront à côté et qui n'auront aucune signification, qui ne peuvent convaincre personne. Troisième élément, c'est l'efficacité de la politique monétaire. L'efficacité de la politique monétaire, les banques centrales sont en train précisément d'utiliser effectivement l'intelligence artificielle, c'est-à-dire trouver des machines qui peuvent leur donner des réponses exactes aux problèmes qu'ils n'ont jamais pu régler. Et c'est très important.
faut qu'on prenne conscience précisément de ces mutations. Et je termine, je m'excuse, Monsieur le Président, je termine en disant simplement, et vraiment, je ne pouvais pas ne pas faire ça, je termine en disant, les banquiers centraux sont, c'est presque, j'ai discuté avec quelqu'un, quelqu'un qui a été un de la Banque centrale, qui m'a dit, mais, et en même temps, j'ai discuté aussi avec quelqu'un qui a passé toute sa vie sur précisément l'analyse des finances bancaires, qui m'a dit, en ce moment, et c'est presque arrivé, les banquiers centraux auront précisément, par la digitalisation, des robots qui peuvent leur donner les meilleurs conseils pour qu'ils ne se trompent point. Voilà. Voilà. Merci. Alors, je voudrais, si j'ai bien compris, on va dire il y a à peu près 3 questions. La première question sur la déconnexion, c'est le collègue enfin qui en a parlé. Vous demandez la déconnexion, on lit en ce moment-là, on s'assied et puis on fait ce qu'on appelle une épistémologie de la déconnexion. Je ne réponds pas à une question à laquelle, effectivement, je n'ai pas participé. Je lis Samir Amin et je dis ce qu'il dit. Maintenant, si nous voulons faire une épistémologie de la déconnexion, on s'assied, on travaille et on montre si c'est pertinent ou pas. Ce n'est pas à moi de répondre à votre question. On lit Samir Amin ensemble et on se dit est-ce qu'il a eu raison ou pas. Nous sommes d'accord? Première chose. Deuxième chose, celui qui parle du Gabon en disant il a été au Gabon en 89, il est parti du Gabon. Eh bien, si vous avez suivi mon exposé, j'ai dit j'ai fait 3 ans de prison au Gabon parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se faisait. C'est assez clair pour savoir quelle est ma position par rapport à ce qui se passe au Gabon. Là aussi, ça doit être clair. Bon, maintenant, le dernier qui pose le problème de que faire. Bien, notre ami Mariama l'a rappelé tout à l'heure, je l'ai dit, en disant ceci. Samir pose la question, que faire? Et là, je dis, toute analyse marxiste doit être concrète dans ce sens-là. Et il a dit, voilà ce que nous pouvons faire. Il a dit. Alors, si on n'a pas compris l'exposé, on va en discuter, mais après. Mais ces questions-là me semblent tout à fait intéressantes et on peut les prolonger plus tard. Merci. Oui, je suis pas sûr d'avoir compris ton intervention. Je parlais du libéralisme économique, je ne parlais pas du libéralisme politique. Ce n'était pas mon sujet. Donc, je faisais une critique du libéralisme économique et pas uniquement du néolibéralisme. D'ailleurs, je suis socialiste, je me reconnais dans le marxisme et je pense que le libéralisme a tout faux lorsqu'il considère l'être humain uniquement comme un acteur économique froid, calculateur, qui surfe sur ses intérêts marginaux de je ne sais pas quelle courbe à la noix de coco. Je suis socialiste au sens où je pense que l'être humain a d'autres choses est motivé par d'autres choses que ses intérêts économiques. Il y a aussi la philosophie, les sciences sociales, et que c'est un tout. Donc effectivement, le manuel d'économie critique du monde diplomatique, non seulement critique le néolibéralisme, mais le libéralisme en tant que philosophie économique, qui est malheureusement la matrice de toutes les pensées aujourd'hui, qui continuent de produire ces effets déshumanisants. Si on constate aujourd'hui, après 30 ans d'ajustement structurel, de libre-échange débridé, que l'être humain a disparu, c'est, j'allais dire, le produit fatal du libéralisme économique, qui est coupé, et là on est d'accord à la base, du libéralisme politique et qui au départ est une pensée de la libération. Mais le libéralisme économique, en tant que socialiste et marxiste, il est bien évident, enfin pour moi, que ces présupposés sont négatifs pour à la fois le développement et la vision que nous avons d'être humain. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais peut-être d'abord féliciter l'ensemble des membres du panel. C'était très, très intéressant. Et dire une chose, que nous sommes dans une recherche, dans une large mesure, de comment nos pays vont faire pour rompre avec ce lien de dépendance. Et nous avons Samir Amin qui propose une rupture
une rupture. Le socialisme est considéré comme une longue transition. Et que ce qu'on va faire de nos États, de nos économies, de notre politique, va dépendre des nouvelles dynamiques de réflexion qui sont là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paradigmes de contournement, mais qui restent dans la lignée du néolibéralisme et du libéralisme à la fois. Or, on a besoin de quelque chose de nouveau. Et la problématique du genre s'insère dans cela. Je voudrais apprécier ce qu'ont dit mes collègues Marema et Fatou Sow, qui travaillent sur ces questions depuis longtemps. Fatou a publié des livres sur les concepts clés. Et je pense que c'est le lieu d'interpeller les étudiants, s'il y en a certains qui sont là, à s'intéresser à cette question, à rencontrer ces personnes, à se faire accompagner pour que le genre qui est mal compris, surtout actuellement avec toute la dimension de résistance, les manifestations de rejet, que les gens comprennent que c'est également un paradigme de rupture qui veut que ces inégalités, ces exclusions des femmes, des filles, etc., qui n'ont aucun fondement et qui touchent également d'autres catégories. Aujourd'hui, si nos pays sont considérés comme moins valorisés que les pays dits développés, c'est également des paradigmes de stigmatisation. Et je crois que nous travaillons tous dans ce sens, et le genre également est là pour enrichir le débat et faire partie des différentes problématiques que nous avons à agiter dans nos réseaux fédéralistes, RASA et tout ce qu'on veut, pour que vraiment le monde soit un monde démocratique, égalitaire. Je crois que Samir Amin est également une voie qu'on peut approfondir. Fatou, même si Samir n'a pas intégré la question du genre et du féminisme, on a une porte d'entrée pour prolonger sa réflexion et je pense que ce n'est pas interdit. Merci beaucoup. Allô? Allô? Ok, pardon. Alors, je pense qu'après ce qu'a dit le professeur Kassé de ce que c'est que la digitalisation et les impacts sur le futur, est-ce que madame a dit je n'aurais pas dû ajouter quelque chose, mais je voudrais rappeler à ceux qui pensent que la digitalisation ou l'intelligence artificielle est quelque chose que l'Occident veut nous imposer, c'est faux. Moi, j'ai visité le pays d'Ogon, mais vous visitez le pays d'Ogon aujourd'hui, il continue toujours de travailler avec des processus que nous appelons des codes. La géomancie est fondée sur des codes. Moi, je suis Bambara, et dans la tradition Bambara, nous ne travaillons que sur des codes. Et ça, cela continue jusqu'à aujourd'hui. Quand vous arrivez dans le pays d'Ogon, c'est de la géomancie qu'on fait. C'est une forme de numérilisation, c'est des codes. Quand vous visitez les pyramides d'Égypte, vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait prendre des blocs de pierre et les déposer au-dessus? Ce n'est pas possible. Il y a forcément des codes, il y a forcément des secrets. Et Cheikh Anta Diop nous donne des clés de réflexion sur ces sujets-là. L'Afrique a toujours été un continent de symboles, de codes et de décodage. Il faut que nous revenions à ces valeurs-là que nous avons aujourd'hui abandonnées. Et chaque fois que nous ne comprenons pas quelque chose, nous disons, ah non, non, c'est l'Occident qui veut nous l'imposer. Ah oui, il n'y a pas de science occidentale, il n'y a pas de science africaine. Et il faut s'armer, n'est-ce pas, aux dents, jusqu'aux dents, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, aller à la recherche de toutes ces technologies que nous avons perdues dans le passé. Cheikh Anta Diop nous raconte dans Nature et Culture, nous savions déjà voyager avec des grands bateaux. Nation et Culture. Nous voyageons déjà sur les grands bateaux. Il y a plus de pyramides au Soudan qu'il y en a en Égypte. Et comment est-ce qu'ils ont construit ces pyramides? Il fallait d'abord traverser le fleuve. Mais voilà. Et donc, on a perdu certaines clés, on a perdu certains codes. Il faut que nous revenions, n'est-ce pas, à retrouver, n'est-ce pas, ces clés, ces codes-là pour reconstruire en fait un monde encore que nous avons aujourd'hui délaissé. Merci beaucoup. Ouais. Excellent. Je vais commenter à partir de Ablaye Koné. En tout cas pour Jacques Attali et ses différentes équipes techniques, lui dit que c'est clair. L'ordinateur est né il y a des millénaires entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de doute.
Moi, je suis informaticien. D'abord, beaucoup ne savent pas, ma première discipline, c'est les sciences politiques. De la première année au doctorat. Et l'enseignement de l'informatique était obligatoire en 1972. C'est Edgar Faure qui l'avait imposé. Et nous étions formés, pas dans nos universités, mais au deuxième centre, le meilleur au monde. Vous savez, l'industrie agronomique, voilà, c'est le Conseil national de l'industrie agronomique, le Centre national d'agronomie. J'ai été formé là-bas comme informaticien. J'ai fait tous les langages, le COBOL, le Fortran, le Sopho, tout ça, j'ai fait tout ça. Et je suis toujours dans l'informatique. Mais je sais qu'une chose, tous les peuples qui connaissent le zéro et le rien peuvent faire ce que n'importe qui a réalisé aujourd'hui sur l'informatique. Je donne l'exemple il faut comprendre cette différence. En Wolof, c'est rare chercher dans d'autres peuples africains qui ont tous, c'est là où il n'y a jamais eu rien. Et le zéro, c'est là où il y avait quelque chose qui a été déplacé. Je continue. Sur autre chose. Pour vous informer que nous allons peut-être commencer les interviews, comme le forum le fait depuis 2011, dans la salle. Chaque intervenant devrait peut-être laisser un message à la postérité. Nous n'imposons aucun thème. Sur 7 minutes, lancez votre message. Ce sera sur tous les réseaux, notre chaîne YouTube, notre chaîne Internet et sur les DVD. Laissez un message, celui que vous voulez. Celui qui s'en occupe, c'est Tidiane Kassé, le journaliste, et Ibrahima, qui est le caméraman. Alpha, tu parlais de quoi? Voilà, Michel Collomb. Michel Collomb devait être là, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un journaliste d'investigation, peut-être parmi les plus connus. Il est retenu par une grave maladie. Il voulait forcer, il m'a dit de trouver un cardiologue qui l'accompagne pendant le symposium. Moi, je lui ai dit, le patron de mon épouse, c'est l'un des meilleurs, puisque même aux États-Unis, j'en suis témoin. Quand tu le connais bien, quand c'est difficile, c'est Pape Touré qu'on appelle. Pape Touré est connu mondialement. Mais le médecin lui a dit non, vous ne partirez pas. Alors lui, il a réfléchi, il m'a dit, je n'ai qu'une petite fille. Je dois penser par elle. Mais combien de temps vous me donnez pour que je vous fasse un message? Donc sa vidéo est là. Ce soir, nous écouterons son message et sa contribution. Voilà, pour le reste, le dernier problème, nous sommes dans un très petit restaurant, 60 places. Je vous remercie, comme hier, de laisser d'abord nos invités s'installer et les membres du comité scientifique et du comité d'organisation et les autres suivront. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Oui. Oui.